Allez, on parle des marchés à présent sur Boursorama. Et c'est vrai que ces dernières heures, on a vu un Donald Trump qui a réussi à faire bouger les marchés, une fois de plus, en boostant les indices américains, en affirmant que c'était là, il y a quelques heures, que le président chinois, enfin qu'il allait avec le président chinois signer un accord. C'est ce qu'il a dit, encore une fois, ce sont ses mots. Il a réussi à plomber le pétrole hier en tweetant qu'il fallait que l'OPEP garde son calme, alors que c'est vrai que le Brent s'approchait des $70 le baril. Voilà, est-ce que Donald Trump, on se pose la question, a encore le pouvoir de booster les marchés ou de leur nuire? On voit ça avec Mabrouk Chetouane, bonjour. Bonjour David. Responsable de la recherche stratégie chez BFT IM. Et il a encore la main, le président américain. Il conserve son pouvoir de nuisance ou de soutien, ou les deux d'ailleurs. On le voit bien ces dernières heures. Il a les deux pouvoirs. Clairement, il peut à la fois, comme vous le soulignez, alimenter les marchés à travers des soutiens, des tweets, en disant qu'on est à la veille de la conclusion d'un accord commercial avec la Chine. Il est allé loin hier, là. Hein. Enfin, même pas hier, c'était cette nuit, hein, en disant qu'il allait signer quelque chose avec le Dans les prochaines semaines, effectivement, un accord compte tenu des avancées significatives qu'il y a eu avec ses partenaires chinois. Donc là, clairement, c'est un boost. Hein. On a vu les indices chinois ce week-end partir à la hausse, plus 5%. Il a aussi la capacité de nuire. Il peut aussi dire, attention, il a même déclaré au sein de la même finalement, conférence de presse qu'ils nous auront pas. Ça veut dire qu'en gros, on reste vigilant et le marché, entre guillemets, n'est pas totalement dupe. Hein. On sait qu'on va avoir un accord sur certains secteurs, certains produits qui vont bénéficier, mais le gros de l'affaire n'est pas encore réglé. Et Trump joue la carte du temps, par ailleurs. Ouais. Mais on a pu imaginer que voilà, ça fait quasiment 2 ans qu'il est en poste. On a pu imaginer que les investisseurs soient un petit peu accoutumés à ces sorties fracassantes, à ces tweets rageurs. Il continue à générer de la volatilité sur les marchés, Trump. Hein. Bah oui, puisque au fond, mais l'accoutumance, on a pu imaginer quoi là on s'y habitue. Hein, les marchés se sont habitués à cette manière de faire, à ce marketing politique en quelque sorte. Il ne faut pas non plus oublier que même à l'élection de Donald Trump et à sa nomination en quelque sorte, on a eu beaucoup d'incertitudes. Et au fond, on voit que cette incertitude, quand on prend les indices de volatilité implicite, c'est assez. On s'est habitué à cet environnement, à ces volte-face, à ces joutes verbales en quelque sorte, entre Trump et ses partenaires chinois, européens. Donc, on s'est habitué, mais en même temps, il crée toujours de la volatilité. Il n'y a pas une contradiction. On s'est habitué en même temps. Il y a cette capacité de générer 3% de baisse sur le pétrole et de pousser les indices boursiers plus haut. Oui, mais cette volatilité est vraiment temporaire. Elle est passagère, c'est ça. On a des spikes, on a des pics de volatilité et on revient assez rapidement. Donc, puisque finalement, on absorbe la nouvelle et puis on passe à autre chose en attendant que finalement, ça finisse par délivrer. Sur le pétrole, c'est assez. Il avait demandé de l'aide à l'Arabie Saoudite il y a déjà quelques temps. Régulièrement, ouais. Voilà, il demande l'aide et puis là finalement il demande à l'OPEP de se calmer puisque les prix du baril montent trop. Alors il a un électorat il a une base électorale qui est très sensible effectivement à l'évolution des prix du carburant, qui eux-mêmes sont dépendants des prix du pétrole. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui les États-Unis sont devenus maintenant depuis 2 mois le premier producteur mondial. C'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui les États-Unis, c'est eux qui, entre guillemets, drivent le marché pétrolier. Et en parallèle, c'est bon pour eux. Il y a une contradiction d'un côté, c'est bon pour l'industrie pétrolière américaine, un pétrole élevé, et en même temps, c'est désagréable pour ces électeurs. C'est bon, oui et non, puisque finalement, un prix du pétrole trop élevé, en quelque sorte, c'est une ponction sur l'économie mondiale, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Mais pour l'industrie pétrolière américaine, c'est très bon. C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Donc il y a cette schizophrénie aussi, parce que... C'est là aussi difficile, puisque quand on parle de ce qu'on appelle des break-even, c'est-à-dire en gros du seuil de rentabilité pour différents puits de pétrole. 50-60 $ en disant en fait, il y a une fourchette qui est comprise entre 35 et 65 $. Ah, en gros, les plus rentables. Un râteau, c'est une fourchette. Oui, non, mais bon, globalement, les plus rentables, ceux qui ont un pétrole assez facile à extraire, sont à 35 et les moins rentables sont à 65. Mais globalement, tant qu'ils conservent un prix du baril dans cette zone-là, tout le monde est satisfait. Bon, on s'est posé la question, c'était en fin d'année, quand les marchés américains ont vraiment décroché, de savoir si la ligne de miel était terminée entre Trump et les investisseurs. Pas si sûr au final, quand on voit qu'avec la guerre commerciale, vous direz, il est en train de refermer une page qu'il avait ouverte lui-même. Hein. Oui, non, mais Donald Trump est très sensible à l'évolution des marchés financiers. Ça reste sa boussole, vraiment Ouais, un peu. Il regarde. Parce que quand le S&P décroche trop, il lâche du lest. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il donne un peu de marge de manœuvre. On voit que son discours n'est pas aussi, entre guillemets, belliqueux qu'il l'a été tout au long de l'année 2018. 2018, c'est vraiment l'année où il a, entre guillemets, lâché les chiens sur la Chine et il est parti vent debout pour leur faire la guerre. Là, on a déjà effectivement des avancées, certes, mais des avancées qui restent minimes, encore une fois, dans la mesure où le gros du problème n'est pas réglé. Les transferts de technologie, c'est pas réglé. Tout ce qui est propriété intellectuelle, c'est pas réglé. Et la pérennité de l'accord, en fait, quel que soit cet accord,
on n'a aucune information là-dessus. Donc on ne sait pas comment les Chinois, comment les Américains vont gérer. Donc malgré toute cette incertitude, il donne le sentiment effectivement d'être un peu moins sur l'offensive et d'être beaucoup plus dans la négociation finalement avec son partenaire chinois. Mais ça, les marchés l'ont intégré. Comment est-ce qu'il peut être encore un facteur stimulant pour les marchés actions, Donald Trump? Sa réforme fiscale, elle est derrière. Il est en train de refermer, encore une fois, cette histoire de guerre commerciale. En quoi est-ce qu'il peut être un facteur de soutien, Donald Trump? Soutien ou, encore une fois, de nuisance. Voilà, donc, les deux. Il y a un autre, oui, parce que c'est effectivement la marque de fabrique de Trump. Il y a la question de l'automobile, du secteur automobile. Ouais. Et effectivement, la seconde attaque, entre guillemets, pourrait cibler ce secteur en particulier, puisque Donald Trump estime que l'Europe notamment. Mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Guerre commerciale avec la Chine, c'est d'une toute autre ampleur. C'est colossal, effectivement. Quand on regarde une fois que met des surtaxes sur les. Oui, mais ça peut être générateur de volatilité par ailleurs. Donc, quand on regarde finalement là où Trump pourrait intervenir pour générer plus de volatilité, c'est notamment là-dessus. Et donc là, on voit qu'on a une Europe qui est déjà pas non plus en bonne position, entre guillemets, puisque bon, on a pas mal de points de friction. Et si on a un Donald Trump qui se montre un peu véhément sur le secteur automobile allemand, notamment, on va avoir effectivement des passages assez compliqués à négocier pour l'Europe. Ouais. D'ailleurs, Mabrouk Chatoine, c'est intéressant parce que pour le coup, il n'y a pas eu de nouvelle date butoir. Quand on a le président américain qui dit voilà, je repousse encore une fois s'inédier cette hausse de taxes attendue dès le 2 mars de 10 à 25% sur 200 milliards d'euros d'importation chinoise, il ne donne pas de nouvelle date. On se dit quoi? On se dit qu'il y a une espèce d'aveu de faiblesse quelque part, ou au contraire, ça semble dire que les négos se passent bien et donc on est proche d'un accord, donc pas besoin de remettre une couche. En fait, je pense que ça fait partie de sa méthode. C'est-à-dire qu'en gros, dans un premier temps, il donne une date assez ferme, donc on a jusqu'à la fin du mois de février, 1er mars pour... Et maintenant, il n'y a plus de date. Maintenant, il n'y a plus de date, on se laisse un peu plus de marge de manœuvre pour négocier, parce qu'on sait qu'on va peut-être rentrer un peu plus dans le dur de la négociation. Oui, mais il n'a plus le flingue sur la tempe de l'adversaire, là, pour le coup, s'il n'y a plus de date. Oui, mais il peut les réactiver. Donc ça aussi, il est très fort. C'est-à-dire qu'en gros, encore une fois, les allers-retours, Trump en est vraiment coutumier. Et là-dessus, il peut parfaitement en fait, réactiver en fait, une date pour de nouveau mettre une menace. Mais quelque part, il y a une date butoir en fait, implicite qui est la prochaine élection. En fait. Ouais, oui. Et ça, c'est une véritable date pour Trump. Il va rentrer en campagne en début de l'année 2020. Et ça... Il faut que tout ça soit réglé. Exactement. Et donc ça, pour lui, en fait, même s'il n'a pas indiqué une date précise pour tout simplement se délaisser du temps pour arriver à un accord où il sera effectivement sorti grandi de cet accord, de cette négociation commerciale, il y a une date butoir, c'est les élections américaines. Bon, selon vous, est-ce que les marchés ont intégré ça y est à 100% encore une fois, après on peut se poser la question, après 9 semaines de hausse d'affilée, est-ce que les marchés ont intégré quasiment à 100% que le fait que cette guerre commerciale, it's over, game over maintenant qu'on y est non, alors je pense que les marchés sont pas à 100%, évidemment, sont pas dupes. Encore une fois, ils savent pertinemment qu'on peut encore avoir des zones de stress avec ce que j'indiquais au préalable, c'est-à-dire tant que ces histoires de propriété intellectuelle qui constituent véritablement le nerf de la guerre ne sont pas réglées, on peut avoir de nouveau des volte-face de Trump qui revient finalement sur ce qui a été négocié. Bon, maintenant, c'est clair qu'il y a deux aspects dans cette remontée des marchés qui, comme vous l'indiquiez, 9 semaines de hausse, c'est quand même assez substantiel. Ouais. On a eu aussi une exagération à la baisse, en quelque sorte, fin 2018. On corrige la correction, comme je dis chaque jour, ça en fait. C'est pas ça. Donc on le disait, nous on comprenait pas. Sauf que maintenant, qu'est-ce qu'il y a On ne comprenait pas pourquoi ça baissait autant. Rien n'indiquait finalement un tel désastre à la fin de l'année 2018. Donc mécaniquement, on est en train de récupérer en quelque sorte. Ouais, sauf que ça y est, autant là, on sent le sentiment que ce rebond-là, il est justifié. Oui. On vient d'expliquer pourquoi. Autant la poursuite du rebond, ça paraît moins évident. Mabrouk Chatoine, non, je sais pas. Vous avez quelque part les banques centrales qui se sont montrées beaucoup plus accommodables. Il y a un virage énorme à 180 de la part de la Fed, mais pour moi, c'est intégré par les marchés. Ça. Oui, ça c'est intégré, mais ça justifie. La guerre commerciale est quasiment intégrée, la Fed s'est intégrée. On voit mal encore une fois les nouveaux catalyseurs qui emmèneraient les marchés plus haut. Pour moi, le rebond, sauf une nouvelle qu'on n'a pas vu venir, une vraie question. Sont un peu touchés à ça. C'est une vraie question effectivement que l'on se pose quand on regarde la croissance attendue. Non, mais que l'on se pose aussi, la croissance attendue des bénéfices notamment aux États-Unis, elle est clairement en deçà de la croissance des cours qu'on a observé depuis le début de l'année. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on attend à peu près 5% de croissance des bénéfices pour les entreprises du S&P 500. Sur 2019 ? Sur 2019. Avec possiblement, sur le premier trimestre, une croissance bénéficiaire qui serait proche de zéro, m'a-t-on dit ? C'est à surveiller. J'ai regardé simplement les chiffres en fait, de croissance bénéficiaire sur l'ensemble de l'année. Je n'ai pas encore vu le détail sur la partie premier trimestre. Mais ce qui est certain, c'est que quand on regarde le parcours du S&P 500, donc de l'indice américain,
compte tenu, enfin par rapport à cette croissance bénéficiaire, on a aujourd'hui un décalage et on se dit effectivement d'où pourrait provenir effectivement la croissance supplémentaire. Et alors? Donc, a priori, si on arrive encore une fois à des négociations commerciales qui aboutissent, en tout cas qui sont sur la bonne voie, si on a la dissipation de plusieurs risques, alors il y en a plusieurs effectivement qui jalonnent en fait l'année 2019, le Brexit, l'Italie, les élections européennes, etc. Donc, si on a une dissipation finalement de tous ces risques, on pourrait avoir effectivement une croissance des indices boursiers qui serait soutenue. Un peu plus. Mais on n'en est pas là. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là, pas pour le moment. Donc pour vous, le salut viendra uniquement des risques géopolitiques, on l'a dit, Brexit ou autres, guerre commerciale, qui seraient mis en sourdine ou qui trouveraient une issue heureuse? Une issue heureuse. Il faut miser là-dessus pour avoir une croissance des indices boursiers? Il y a aussi autre chose, c'est que si jamais on n'a pas, si on n'a pas d'accident sur la croissance par ailleurs, donc, puisque aujourd'hui tout le monde dit oui, le ralentissement mondial, etc., il n'y a pas de catastrophe en quelque sorte sur la croissance économique. Hein. Celle-ci restera a priori dans les principales zones au-dessus de son potentiel. Et ça, c'est quand même important de mentionner ce fait-là puisque ça garantit en quelque sorte une stabilité au niveau du marché du travail. Ça garantit effectivement, encore une fois, plus de consommation et encore de la croissance. Et cette croissance est de nature à soutenir la croissance bénéficiaire aussi. Donc sans croissance, on n'a pas de croissance des bénéfices. Mais si on a une croissance qui est au-dessus du potentiel, là, on a effectivement une force qui nous permet d'envisager une issue heureuse. Bon, on a un peu dérivé, on finit là-dessus. Donc Donald Trump, il a encore une fois, il y a une forme d'accoutumance en même temps, il y a cette volatilité passagère, éphémère. Il a cette capacité ponctuellement de booster encore une fois, de doper ou de nuire, d'entraver la matière première comme le pétrole ou les indices boursiers. Oui, mais ça fait partie entre guillemets de la méthode Trump en quelque sorte, c'est-à-dire de taper là où on ne l'attend pas, d'avoir des déclarations assez anxiogènes quelque part, quand il veut nuire, ou de soutenir sans pour autant délivrer, puisque encore une fois, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a aujourd'hui Trump qui déclare qu'on est à deux doigts d'un accord, mais on n'a aucune information sur le contenu. Je sais. Et c'est là où finalement... c'est la limite de l'exercice quand même. Hein. Voilà, mais on se dit, et c'est là où on va avoir aussi une forme d'accoutumance, je pense. Hein. Donc on a une accoutumance au volte-face, entre guillemets, de Trump, mais on va avoir une accoutumance sur les déclarations, entre guillemets, plutôt angéliques, plutôt positives. Ouais, avec derrière des résultats qui sont maigres. Mais il faut avoir quelque chose à se mettre sous les dents, puisque... Mais qui dit résultat maigre dit peut-être potentiel de déception, et donc aussi. Et donc correction. Et donc correction, et donc capacité de nuire. Voilà. Bon, on voulait en parler, c'est intéressant comme sujet avec Mabrouk Chetouane, donc responsable de la recherche et de la stratégie chez BFT IM. Merci beaucoup. Merci. Bye.